Allô, bonjour, rebonjour pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Puis pour ceux qui l'ont raté, je suis désolée. C'était un stream un peu plus court qu'on a fait avec Myriam. J'avais un petit rendez-vous à l'improviste. En tout cas, c'est pas grave. Je suis contente de vous retrouver pour cette session solo sur l'océan et sur le premier chapitre sur la radiométrie et la lumière, où j'ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi. Si vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à dire coucou, ça fait toujours plaisir. Je sais qu'il y en a qui me regardent en fufu, comme on dit. J'ai pas vraiment de limite de temps, mais je pense que je vais faire au moins 1 heure et demie. Et je vais rester peut-être un peu plus longtemps sur certains chapitres, revenir sur ce qu'il y avait avant. Et puis, en fin de stream, je parlerai d'une petite idée que j'ai eue ou quand je ferai une pause. Ok, pas de transition, on est parti. Donc, on avait commencé un fois... on avait parlé de la radiation de Cherenkov la dernière fois. Attendez, je vais me mettre dessus. On avait parlé donc de la radiation de Cherenkov la dernière fois. Je vais me retourner là-dessus. Et en fait, c'est une des façons... Et je pense qu'on avait parlé aussi de bioluminescence, on avait fait les deux à la fois, qui sont les deux autres façons pour l'océan d'être éclairé ou de recevoir, on va dire, des photons. La bioluminescence, en fait, c'est tout simplement des corps organiques qui émettent, organiques et vivants, qui émettent de la lumière. Donc, on a parlé de certaines salamandres, tout ça, on a regardé un petit peu tout. Et on avait une deuxième type d'illumination qui venait de l'isotope 40 du potassium, qui naturellement, en fait, va produire va se transformer finalement et va émettre des photons. Et ça, c'est la radiation de Cherenkov qu'on voit souvent dans les réacteurs nucléaires. Ce qui fait des jolies lumières dans le spectre bleu. Donc là, je vais lire le chapitre sur les limitations de la radiance. Et je ne pense pas que les notations historiques sont regardera tant que ça, mais ça peut être rigolo. Petite note, hier soir, je suis tombée sur le stream, je ne sais pas si vous connaissez Tout se comprend. Il fait des cafés sciences, je pense, le samedi matin. Et hier soir, il avait comme invité, j'ai oublié son nom, mais il a parlé de l'infrarouge et de la radiométrie, de ses applications, etc. Donc, il y avait des trucs, en fait, qui ressemblaient à ce qu'on a lu. Et du coup, je trouvais ça super intéressant. Donc, si vous avez l'occasion, allez voir. Mais en fait, je peux vous le chercher, Tout se comprend. Twitch. Ouais, je pense qu'il fait aussi, je sais, sur YouTube. Mais hier, c'est sa radio infrarouge, la chaleur invisible. Donc, ils ont parlé de plein de choses sur l'espace. Et à la fin, il a parlé un peu de l'applicatif. Moi, je suis tombée sur la fin, là, mais c'était assez intéressant. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez juste faire coucou, à parler. Ça me permettra de ne pas parler à mon miroir. Ok, les limitations de la radiance. Donc, il y a des problèmes à la fois philosophiques et numériques avec l'utilisation de la radiance. Ces problèmes sont souvent reliés aux limitations fondamentales du concept de radiance. Dans cette section, on va adresser brièvement ces limitations. Je vais voir si je ne peux pas grossir un peu le texte, peut-être pas assez gros pour certains quand même. Ouais. Je pense que c'est plus facile comme ça. Ok.
Ça peut être pas mal de retomber quand même sur la définition Wikipédia de la radiance, juste pour être sûr. Radiance ou luminance énergétique, qui est mieux expliqué que quand moi j'expliquais avec mes mains. C'est la puissance par unité de surface du rayonnement passant ou étant émis en un point d'une surface et dans une direction donnée par un angle solide unitaire. Donc c'est l'équivalent en photométrie de la luminance, qui est la sensation visuelle de luminosité d'une surface. Donc au lieu de prendre sur toute la surface, on prend un point dans cette surface, sur une direction donnée, dans un angle solide donné, et on regarde le rayonnement, globalement, le nombre de photons produits, et le nombre de photons, on sait, on a vu plusieurs fois la relation du nombre de photons et l'énergie émise et produite. Ok, je vais fermer ma page, ça ne servait à rien. Donc, en premier, on va rappeler la définition opérationnelle de la radiance qu'on a vue dans la première section, où on a la radiance totale dans une direction donnée, à un temps donné, pour un angle solide donné, pour une longueur d'onde donnée, qui vaut finalement la quantité d'énergie émise pour une unité de temps, pour une aire donnée, pour un angle solide donné, pour une longueur d'onde donnée. Jusque-là, c'est clair. Il n'y a rien de problématique avec cette définition, bien que les valeurs de la radiance mesurée va dépendre de la taille qui va être choisie pour les intervalles, ou intervalles, je ne sais jamais, de temps, d'angle, qu'ils soient solides, de la surface, les longueurs d'onde qui vont être considérées. Le problème va arriver dans cette définition si on met trop de pression dessus, c'est-à-dire on prend la limite à laquelle l'angle solide s'approche de 0. Donc on essaye de vraiment avoir un truc trop petit. La situation est analogue à une définition opérationnelle de la densité massique d'une substance qu'on note delta M sur delta V, donc la masse divisée par le volume, ou la masse, oui, ça je viens de le dire, on ne peut pas laisser le volume être trop proche de 0, parce que d'un point de vue physique, le volume va éventuellement devenir plus petit qu'une simple molécule, donc une molécule unique du matériel donné. Et donc, le ratio ne veut plus rien dire. L'astuce en pratique, c'est de ne pas laisser le volume être si petit que le ratio commence à fluctuer tellement parce que le nombre de molécules va affecter les fluctuations thermiques et donc les mesures. Et au final, il va devenir plus petit que 1, le ratio. On parle du ratio de la densité massique d'une substance. Donc si on garde en tête que notre volume, notre delta volume peut être petit mais pas proche de 0, on peut appliquer le même concept qui est très utile à celui de la radiance. Une question surgit alors. Qu'est-ce que la radiance d'un rayon, d'un beam, d'un faisceau est collimated? Quelqu'un Non, on l'a déjà en anglais. Collimated, c'est... Ok, c'est un truc même spécifique. La lumière collimatée, c'est une lumière dont les rayonnements sont quasiment parallèles et se déploient lentement quand ils se propagent. Le mot est relatif à collinéaire et implique une lumière qui ne se disperse pas avec la distance, idéalement, ou qui sera très peu dispersée dans la réalité. Un faisceau qui est parfaitement collimaté, et donc sans divergence, et ne peut pas être créé à cause du principe de diffraction. Mais la lumière ne peut être qu'approximativement collimatée par certains processus, par exemple au moyen d'un collimateur.
On dit parfois de la lumière collimatée qu'elle porte à l'infini. Ok, donc c'est quand on essaye d'approximer le fait qu'elle soit des rayonnements parallèles. Ok, je ne connaissais pas le terme. Donc, une question surgit alors. Qu'est-ce que la radiance d'un, comment on a dit, de la lumière collimatée, d'un faisceau collimaté? La réponse est que la radiance d'un faisceau collimaté parfait n'est pas définie, puisque l'angle solide serait alors de 0. Alors que l'énergie, delta Q ici, reste finie. On ne peut pas avoir une énergie infinie. Or, si l'on veut, la radiance devient mathématiquement une fonction de Dirac delta. Évidemment, il y a toujours des choses que je ne connais pas. Dirac delta fonction, peut-être en anglais? Ouais, on l'a en anglais. Et on va retourner. Une distribution de Dirac ou fonction de Dirac. Ah, c'est la même chose, ok. C'est une fonction qui prend une valeur infinie en 0 et la valeur 0 partout ailleurs. Ok, donc c'est ça, la fonction de Dirac. Donc quand je suis au point 0, je suis à l'infini et tout le reste, ça reste à 0. Donc, on reprend. La radiance d'un faisceau collimaté, on sait que ce n'est pas possible parce que ça voudrait dire que notre angle solide serait à 0, puisque tout est parallèle, mais l'énergie reste finie, on ne va pas vers l'infini. Donc, si on avait l'angle solide à 0, on aurait alors une fonction de Dirac. Et ça, ce n'est pas une quantité qui est mesurable en physique. On peut alors définir et mesurer la radiance d'un faisceau de lumière seulement si il va diverger dans une direction. De la même façon, on ne peut pas définir la radiance qui est émise par une surface à un point unique, puisque la surface delta A deviendrait 0, bien que oui, de la même façon, bien que l'énergie émise depuis ce point est une quantité finie. Donc là, on a la même chose, mais au lieu d'avoir sur le facteur de l'angle, on a sur le facteur de l'air. Et c'est pourquoi les sources ponctuelles sont décrites par leur intensité, puisque c'est alors une puissance qui est émise pour un angle solide. Ok, donc quand on a un point source, un point light par exemple, ça ne fait pas de sens de parler de radiance, parce qu'alors là, on aurait une énergie infinie. Et donc, à la place, lorsqu'on veut approximer, on va parler d'intensité lumineuse, c'est-à-dire la puissance qui est émise par angle solide. OK. Lorsqu'on va faire des calculations de Monte-Carlo, il faut toujours partir d'angles solides finis, avec des surfaces finies, lorsque l'on va collecter les photons ou les rayons dans la simulation, lorsqu'ils vont rebondir. On ne peut pas... you cannot tally the number. Il n'est pas possible finalement de faire ces calculs si le nombre de rayons qui sont des hits pour un point ou qui le traversent ont un angle solide de 0. Alors que des techniques de Monte-Carlo à l'ancienne, je suppose que c'est dans ce sens-là. Ah non, à l'envers. Je ne sais pas si c'est à l'ancienne ou à l'envers. Je pense que c'est à l'envers. Donc peut-être ce que nous, on fait en rendering. Peut vous permettre de simuler des points de détection et de
de collimation dans certaines circonstances. Je ne retrouve plus les mots, mais je suis sûre qu'on comprend. Enfin, moi, je me comprends. Après tout, c'est l'étincelle. Ok, donc, si on est un physicien hardcore, la radiance, en fait, en tant que telle, n'existe même pas. Péruse, par exemple, ah non, Péruse, c'est pas une personne, c'est un mot anglais qui est très peu usité, je suppose. C'est drôle parce que je le vois pas souvent. Péruse, si l'on examine avec intensité, ok, donc si on y regarde bien, à plus proche, les textes standards tels que l'introduction à l'électrodynamique par Griffith en 1981, l'absorption et le scattering de la lumière par des petites particules en 1983 par Bohren et Hoffman, ou Hertz en 1989 avec Optics, ne vont jamais mentionner ni la radiance ni les angles solides. C'est parce que ce qui existe dans la nature, ce n'est pas de la radiance, mais des champs électriques et magnétiques qui sont décrits par les équations de Maxwell. Pour un intérêt pratique, ces quantités, telles que l'énergie électromagnétique qui traverse une surface ou qui est scatterée, diffractée, diffusée par une particule, peuvent être calculées en utilisant les équations de Maxwell et vont donc avoir des quantités dérivées telles que le vecteur de Poynting. On regardera après. De manière philosophique, quel que soit le problème résolu, lorsque l'on pense à la radiance, peut être résolu de façon plus précise et sans limitation fondamentale en travaillant avec des champs électromagnétiques. Donc le vecteur de Poynting, je ne sais pas, ou Umhof Poynting, représente l'énergie transférée par surface unitaire par unité de temps. C'est donc le flux de puissance d'un champ électromagnétique. Alors, on va voir si en français, le vecteur de Poynting, ouais. Donc c'est la densité de flux liée à la propagation de l'onde magnétique. Donc c'est une puissance par unité de surface, c'est-à-dire un flux d'énergie. Voilà, en watts par mètre carré. Donc, pourquoi alors on va utiliser la radiance? C'est très simple. Il est extrêmement difficile habituellement, sinon impossible, de calculer les champs électromagnétiques pour des situations avec des intérêts pratiques. Les champs électriques et magnétiques sont des quantités vectorielles et résoudre les équations de Maxwell avec des sources appropriées dans des conditions limites pour des corps aqueux naturels, c'est quasiment toujours au-delà des calculs possibles dans des conditions fixes définies par finalement nos ordinateurs. D'autant plus que l'information contenue dans le champ électrique et magnétique, dans ces vecteurs finalement du champ électromagnétique, tels que les phases, ne sont pas vraiment nécessaires, à moins qu'il y ait diffraction où on a un scattering cohérent qui nous intéresse. Okay, donc si je comprends bien, si on utilisait les vrais calculs physiques, c'est-à-dire en utilisant les équations de Maxwell, en les résolvant pour tout ce qui est lumière, on se retrouvait avec des calculs tellement lourds qu'on ne serait pas capable de les tourner de façon acceptable pour nos simulations d'eau. Là, c'est bien précisé d'eau.
Donc, on va utiliser un outil de calcul qui est plus simple, qui est la radiance. On peut par contre avoir une réponse suffisamment bonne pour la majorité, sinon tous les problèmes pratiques. Ouais, Sofiane, challenge accepted. Bah écoute, vas-y, hein, je t'encourage. Je peux t'aider peut-être, mais ça m'étonnerait. Ok, je vais finir ça. Donc, on peut par contre trouver une réponse qui est suffisamment bonne pour la majorité, si sinon l'entièreté, des problèmes pratiques en travaillant avec des concepts un peu plus simples et plutôt contenus comme celui de la radiance. Il faut juste se rappeler que, par exemple, les angles solides ou les surfaces de détection, donc là où la lumière va arriver, ne doivent pas être égales à 0 ou proches de 0. De la même façon, il faut se rappeler que la radiance ne peut pas être utilisée pour résoudre des problèmes qui dépendent de la phase électromagnétique, des ondes électromagnétiques. Par exemple, des problèmes tels que la diffraction ou du backscatter qui est cohérent. Donc, on va retourner juste électromagnétique. Voilà. Je veux juste voir ce que la phase, j'ai une idée de ce que c'est, mais je ne suis pas certaine. Ah, c'est que peut-être faut le mettre directement. Du nom. Ah, c'est vrai que c'est pas Google. Hein. La phase, ouais. C'est un argument d'une grandeur qui varie périodiquement en mécanique des ondes. Ouais. Et milieu dans lequel les paramètres varient de manière continue. Ok, c'est ce qui me semblait. Mais... Ok. Donc, la radiance, ça résout à peu près tout. Il ne faut quand même pas oublier ses limitations, c'est-à-dire on ne prend pas d'angle solide ni de surface proche de 0 ou égale à 0. Jusque-là, ça va. Si on essaye de résoudre des problèmes qui sont dépendants de la phase des ondes électromagnétiques, donc des phases de la lumière dans ce cas-là, ça ne marche pas non plus. Des exemples de ces problèmes, c'est la diffraction ou le backscatter cohérent. Là, je suppose que c'est pour être exact. Hein, on doit avoir du good enough. Là, on a un physicien avec nous. Je pense que pour nous, on doit être bon. Par contre, des effets tels que la diffraction et le backscatter cohérent peut être inclus dans des calculs basés sur la radiance tant qu'ils sont paramétrisés par une fonction de scattering dans le volume. Ok, ouais, c'est bon. Je me disais bien qu'il y avait une astuce. Il est aussi sage de se rappeler que la radiance est définie dans un framework conceptuel d'optique géométrique. Ça peut permettre de résoudre beaucoup de choses, mais pas tous les problèmes optiques qui utilisent l'optique géométrique et le ray tracing. Mais pour l'instant, l'optique géométrique est inadéquate pour, de toute façon, ce qu'on veut faire. Ok, je ne suis même pas sûre d'avoir compris la phrase, mais... Ok, la radiance, c'est défini dans un concept... Ok, bah, je pense que c'est ça le truc important. C'est qu'il faut rester dans un framework d'optique géométrique, puisqu'on a notre angle, etc., solide. Mais ça ne suffit pas. Okay. Là où l'optique géométrique ou la théorie de transfert de la radiance perd des points, c'est lorsqu'on va parler d'équations de Maxwell et commencer à calculer pour de vrai les champs électriques et magnétiques, puisqu'il faut se rappeler alors des phases et des amplitudes, et ça, c'est pas facile. Ok. Pas mal, ces petits rappels. Il y a des questions là-dessus, sur ce chapitre?
enfin sur cette sous-section. Faut pas hésiter, sinon je pense que c'est assez clair. Là, on avait les notations historiques avec les symboles recommandés et les anciens symboles. Je vais lire après, Sofiane. Donc, avec les anciens symboles, par exemple, moi, je sais qu'à l'école, l'énergie de radiance, c'était en U, maintenant, c'est Q qui est recommandé. De la même façon, de la puissance, l'intensité, il y a des nouvelles notations. Donc, si vous regardez des bouquins plutôt vieux, il faut penser à se rappeler que ça a peut-être changé de nom. Donc, ils disent par exemple, dans le bouquin de Preisendorfer, en 1977, on a commencé à introduire ces nouveaux symboles. Donc, ouais, il faut regarder, il faut regarder. Et la petite note sur le fait... Je vais d'abord lire ce que disait Sofiane. Ouais, on aimerait bien supprimer les point light de tous les moteurs. Ouais, ce serait, ce serait bien. Mais bon, écoute, c'est bien, on a encore des beaux jours devant nous pour notre boulot. C'est vrai que je regarde d'ailleurs sur le moteur sur lequel je travaille si c'est encore là. Si les artistes ont toujours le droit de l'ajouter. Je pense que oui, hein, mais il faudrait regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus le cas. Ok. Il est pratique de façon occasionnelle de distinguer les concepts qui sont des photons qui partent d'une surface et des photons qui arrivent à une surface. Dans la théorie de transfert je vais regarder, parce que ce nom-là, c'est plusieurs fois qu'on le voit et j'arrive pas à retenir. Objective Transfer Theory. Et je vais le mettre en anglais. Transfert par rayonnement, c'est rayonnement que j'ai du mal à retenir. Donc la théorie du rayonnement, en gros, la radiance d'un champ, noté L-, fait référence à la radiance des photons qui arrivent à la surface. Okay, donc quand c'est négatif, ça arrive à la surface, c'est-à-dire que c'est une quantité qui est mesurée par un radiance-mètre. Je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Un radiance-mètre, sûrement. Alors que la radiance de surface, et non plus field, hein, vous voyez la différence, L+, c'est la radiance qui est attribuée à une surface, qu'elle soit réelle ou imaginaire, qui émet les photons. Donc, L-, ça arrive à une surface et ça peut être mesurable. L+, ça repart de cette surface, quelle que soit la surface, qu'elle soit réelle ou imaginaire. L'irradiance, qui est notée E, ce sont les photons qui arrivent à la surface. Et la mesure correspondante, c'est l'émittance, M. Ouais, jusqu'à ça va, c'est ce qu'on utilise d'habitude. Donc il y en a un, c'est sur l'ensemble de la surface, on se rappelle, et l'autre, c'est par angle. La radiance, c'est par unité de surface et d'angle solide. De la même façon, l'intensité peut être subdivisée dans des intensités de champ, notées I-, et de surface, notées I+. Donc là, on a un petit graphique qui résume tout ça. Donc, de l'énergie de rayonnement Q exprimée en joules, on peut en déduire la puissance de rayonnement, phi, je dirais. Et à partir de là, on a une puissance une puissance surfacique qui permet d'avoir soit l'irradiance qui arrive, soit l'émittance qui repart. Si on parle alors d'une puissance par angle solide, on a alors l'intensité, qu'elle soit entrante ou sortante.
Et si on parle de la puissance à la fois par unité de surface et par unité d'angle solide, on est sur de la radiance. C'est un petit graphique quand même assez sympa, je trouve, pour expliquer comment ça arrive. Ok. Je ne sais pas si... le level 3, c'est les instruments de mesure. Je ne pense pas que ce soit super intéressant, mais il faut juste savoir s'il y en a qui veulent faire des petits projets soi-même. Il y a tout ça. Moi, ce que je m'étais dit, c'est de refaire vite fait un petit résumé des anciens, de ce qu'on a vu jusque-là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de questions, des choses que je me suis dit, tiens, ah oui, c'est ça, mais non, j'ai mieux compris. Et puis après, peut-être passer à l'introduction des propriétés optiques. Ça vous va ? Yes. Ok, j'ai juste changé le titre vite fait. Je suis tellement professionnelle. On résume. Oh, je ne sais pas écrire. Hein. On résume le premier chapitre. Ok. Donc, on était sur la radiométrie, juste pour la radiométrie. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude de l'énergie qui est transportée par des rayonnements. Quand on parle rayonnement, on parle de rayonnement électromagnétique dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire la lumière. Donc au début, il y a une petite intro sur l'histoire, sur comment on a décrit la lumière au cours des siècles. On est parti quand même du concept de particules en Grèce ancienne, donc ce n'est pas un concept nouveau du tout. On a continué à faire des tests là-dessus et on va se rendre compte qu'il y a un comportement ondulatoire à la lumière. Donc, on va retrouver tous ces essais avec l'expérience de Young, les double splits, tout ça. Après, on va continuer là-dedans avec Fresnel et les théories de la diffraction. Les théories aussi corpusculatoires de la lumière, qui dit globalement que c'est un peu bizarre qu'au milieu, on a un point blanc, si je résume, et qu'on appelle le Fresnel spot, ou le point de Fresnel, alors que c'est Poisson apparemment qui l'a découvert. Donc on reste sur la lumière, c'est une onde, etc., alors qu'on a dit au tout début, on a découvert que c'était fait de particules. Les scientifiques, ils ne savent plus trop où ils en sont. Et donc, on arrive avec Maxwell il y a un peu plus de 150, un peu moins de 150 ans, un peu plus, un peu moins. Maxwell qui dit, attends, la lumière, en fait, c'est des champs électromagnétiques qui donc se propagent comme une onde. Donc, ce n'est pas une onde... On commence à définir c'est quoi une onde. Hertz va faire la découverte des ondes radio et on va avoir le truc super important pour nous, la radiation du corps noir, le rayonnement du corps noir, qui permet d'expliquer la distribution spectrale de l'énergie qui est émise par un corps noir. Et c'est une explication au concept de Maxwell et qui dit en gros, un corps noir, il peut émettre une quantité infinie d'énergie quand la fréquence est augmentée. Puis Planck, au début du siècle dernier, a dit, il a continué là-dedans, et en fait, il a dit, attends, la lumière, en fait,
Cette équation bug puisque l'énergie n'est pas conservée. Et oui, c'était une approximation, c'est le corps noir. Où tu parles de celle-là, là, celle de Planck? Celle de Planck, ah ok. Celle de Planck, ça dit, il commence à dire, attends, c'était pas mal de dire qu'il y a des particules. En fait, c'est pas des particules, c'est des petits paquets de quelque chose qui arrivent, des quantas. Et il va dire que, il va mettre qu'il va appeler une constante, qui va dire qu'en fonction de la longueur d'onde, on a une certaine énergie qui arrive. Et on parle évidemment de la lumière, donc on a en fonction de la vitesse de la lumière ici. Et oui, si lambda change, par exemple, il va vers les infrarouges, alors l'énergie change. Et oui, exactement. C'est tout le... Mais c'est tout le concept. Hein. Je ne sais pas si, Sofiane, tu as vu l'émission dont je parlais hier, mais il le mentionnait. On va le revoir un peu après, mais l'idée que finalement, en regardant la couleur, tu sais l'énergie qui est émise. Il y a tout un truc, je pense, on a encore des années à étudier ça pour avoir quelque chose qui nous semble logique. Et de la même façon, on ne sait pas pourquoi il y a plus de matière qu'antimatière, etc., etc. On a encore des bons siècles devant nous, je pense, pour comprendre tout ça. Donc, Planck, il dit ça arrive en petit bout pour expliquer tout ça, mais personne n'est vraiment satisfait. Il a quand même un prix Nobel. Et puis, Einstein, 4 ans plus tard, démontre que la lumière est vraiment quantifiable, mais ce n'est pas infini, puisque en fait, il y a des bouts qui sont absorbés. Ça va être combiné avec plusieurs expériences, l'effet photoélectrique qui a été découvert par Hertz. Bref, ils vont trouver plein de trucs. Et on va retourner sur, finalement, la lumière, c'est une particule. Donc, c'est là où il va bombarder Arthur Compton. Il va bombarder des électrons avec des rayons X. Et il va trouver qu'en fait, ça va être dévié, ça va changer aussi de longueur d'onde. Bref, il y a quelque chose qui se passe et ma molécule, elle part dans une autre direction. Et pour lui, c'est la preuve donc, que la lumière est une particule. À partir de là, quelques années plus tard, il y a un chimiste qui va dire « Attends, cette particule, pourquoi on ne l'appellerait pas photon ?» Donc, c'est un nom complètement inventé. Hein. Et c'est une particule qui transmet de l'énergie aussi. Ça, c'est important. Puis, on va voir dans les années 1910 à 1930 la mécanique quantique qui va faire des différences entre ce qui se passe à échelle macro et micro, globalement. Donc, macro, on voit que ça se propage comme une onde. Et puis, plus... excusez-moi. À macro, c'est une onde, mais qui a un comportement de particules. Quand on regarde un peu plus, on a des comportements, c'est ça, ondes suivant l'énergie et particules pour d'autres énergies. Bref, on ne sait pas trop, mais ce qu'on dit, c'est un schéma onde-corpuscule. Et c'est là que globalement, moi, à l'école, je m'étais arrêtée. Ouais, je me suis arrêtée apparemment dans les années 30. On va parler de la physique d'absorption avec l'atome d'hydrogène. Donc ça, on l'a vu un peu plus tard sur comment la lumière est émise par le Soleil. Enfin, comment sont émis les photons par le Soleil. Et ça va être découvert avec le spectre d'absorption de l'hydrogène. Puis, il y a, dans les années 40, à la fin des années 40, il y a tout le développement de l'électrodynamisme.
électrodynamique quantique. Moi, c'est un truc que j'avais pas du tout étudié, ou j'en ai entendu parler vite fait. Mais ça explique globalement les électrons qui émettent et qui se réabsorbent, si je me rappelle bien, avec le concept de photons virtuels, puisqu'ils sont associés à des quantités qui ne sont pas mesurables et donc pas détectables d'état énergie dans un système électrophoton. On a le principe... Ah si, le principe d'Heisenberg, je l'avais vu, mais je ne me rappelle pas. Il y a Christian Lessig qui a fait un beau chemin sur l'histoire des approximations de la mécanique quantique à l'équation de rendu qu'on utilise aux jeux vidéo. Ah, super. Ouais, si tu peux... je crois que normalement, tu peux envoyer des liens maintenant. Si ce n'est pas le cas, c'est nul. Yes. Ouais, je vais cliquer tout de suite. Attends. Page 1, donc c'est celle-là. Ça, tu trouves ça clair? Ah non, parce que page 1, c'est ça, moi. Oui, à droite, on a la radiométrie classique. Ah, il est indexé 0, ok. Ah oui, ok, d'accord. Ah ouais, il faut savoir lire le graphe, en fait. C'est ça. Et je suppose qu'après, le bouquin s'explique ce graphe. C'est la base. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ok. Bon. Ah, les espèces de Hilbert, tout ça. Ah ouais, ok. Ouais, c'est super, ça. Peut-être qu'à un moment donné, dans 2 ans, j'en serai à ce bouquin-là. Là, j'ai pas le niveau, je pense. Merci, Sofiane, pour le lien. Et il explique correctement d'où vient le cos θ. Ah, ça c'est bien. Il faut qu'il y en ait qui comprennent. Nous, on fait juste appliquer. Donc, développement de l'électrodynamique quantique. Et on va se retrouver à réappliquer en fait les anciennes expériences, mais au niveau du photon. Et on va se rendre compte que ça a un comportement ondulatoire. Pom, 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 pom. Et donc, ça a des conséquences. On est forcé d'abandonner l'idée que les photons, ce sont des particules avec, qu'on peut dire où ils sont finalement. Bien qu'ils soient petits, ils sont ici et partout finalement. Ça, c'est le fait qu'ici, on n'est pas capable de voir un pattern. Mais on est aussi forcé d'abandonner l'idée que les photons vont prendre un chemin particulier plutôt qu'un autre. Donc, un photon va simultanément prendre tous les chemins possibles d'un point à un autre. Et de nos jours, on ne dit plus est-ce que c'est une particule, est-ce que c'est une onde. On dit c'est les deux. Globalement, dans le sens où c'est ni une particule, ni une onde, c'est autre chose. Voilà, ça c'est... Donc on est parti de on ne sait pas ce que c'est à on ne sait pas ce que c'est. Mais on a développé entre-temps des outils physiques et mathématiques pour le décrire. Ça, c'est ma compréhension. Après, on avait vu un peu les différentes unités avec le système international et globalement, on a 7, il me semble que c'est 7, 7 constantes de la physique fondamentale qui ont été redéfinies en 2018. Et à partir de ces constantes, on est capable de définir tout le reste, normalement. Et donc, dans ce qui nous intéresse ici, la vitesse de la lumière dans le vide, donc la célérité, c'est la constante de Planck et la recharge électrique. On va se retrouver avec les autres aussi un peu plus loin.
On pourrait prévenir les Américains, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts à écouter. C'est ça le problème. Le problème, la communication, c'est qu'il faut que l'autre veuille écouter. Mais dans tous les cas, c'est pas grave, ils peuvent quand même toujours utiliser les anciennes unités. Il n'y a pas de souci, on est capable de dériver les unités l'une de l'autre. Et pour les propriétés fondamentales des photons, on va avoir l'énergie qu'on note Q, le moment linéaire P et le moment angulaire L, qui sont notés de cette façon, avec lambda, la longueur d'onde. Dans le chapitre sur la géométrie, là c'était un peu plus heavy, dans le sens où c'était peut-être moins concret pour moi. Si je me rappelle bien, il y a plusieurs systèmes de coordonnées, le global et le local. Et il faut bien faire attention au bouquin parce que tout le monde n'a pas la même direction. Il y en a un, c'est basé sur la direction du vent, et je crois que c'est celui qui est utilisé. Ouais, c'est ça. C'est celui qui est utilisé par l'auteur en fait dans ses propres recherches. Donc la direction du vent donne une direction. Enfin, c'est un des axes, quoi. Ça, c'est souvent utilisé lorsqu'on va vouloir parler des vagues, en fait, de tout ce qui va être au niveau des vagues. Et donc, on va dire, OK, ça va dans le vent ou ça va en crosse par rapport au vent. L'autre axe, si je me rappelle bien, c'est la profondeur, dans tous les cas. Et après, évidemment, c'est un produit en croix. Donc, on définit X, la direction de vent, Z, la profondeur dans l'océan, donc entre la surface et la normale à la surface, finalement. Et l'autre système, c'est basé sur le Soleil, où au lieu que ce soit la direction du vent, c'est vers le Soleil où est-ce qu'il est. Donc, soit vers le Soleil, soit son inverse, suivant ce qu'on veut représenter. Z, c'est toujours le même, et évidemment, Y, on le calcule à partir des deux. Donc, c'est important, quand on regarde les bouquins, les formules, de savoir de quel axe on parle. Parce que ça va changer, évidemment, ce qu'on lit. Ça, c'est pour les systèmes globaux, quand on va parler de l'océan en général, donc en optique océanographique. On va avoir aussi un concept d'hémisphère, etc., mais positive et négative. D, c'est downward, donc dans l'eau, et U, c'est upward, donc de l'autre côté. Les systèmes de coordonnées locales qui vont être utilisés quand on va faire nos calculs de ray tracing. Là, on va se retrouver avec, ça je ne me rappelle plus trop, un système cartésien qui est centré sur la direction du rayon incident, qui a une direction fixe Z. Si je me rappelle bien. Et je vois pas c'est quoi le deuxième axe, quelqu'un. Ah, parce que ça devient local. Ah oui, c'est des coordonnées sphériques finalement. Donc c'est par rapport à un point 0,0. On va avoir des coordonnées locales avec la direction qui est la direction du rayon, et après des angles par rapport aux deux autres axes, mais il manque quand même les axes qui doivent être définis, je suppose, arbitrairement en fonction de notre système. Ouais, c'est ça. L'important, c'est de le fixer une fois, si je comprends bien ce qui est écrit. On a parlé du concept d'angle solide. Moi, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Donc, ça va. Mais il y avait des exemples pour ceux qui ne connaissent pas, qui permettent d'expliquer comment on calcule, par exemple, l'aire du Brésil. Fonction de Dirac, on en a parlé juste avant.
tout est à zéro, sauf au point zéro où on a infini. Et là, ils disent, il y a certains calculs qui sont plus faciles si on utilise ces fonctions. Moi, je trouve ça un peu plus verbeux pour ce que j'ai besoin. Ensuite, on va parler de comment on mesure justement ce rayonnement et l'énergie, sachant qu'ici, on parle de gens qui veulent à la fois avoir les valeurs du vrai monde et les simuler, par exemple, pour le futur, pour savoir s'il y a un réchauffement ou comparer l'historique. Là, on a parlé de différents systèmes. Il y a eu un petit historique sur les effets photovoltaïques, etc., sur les PMT. C'est quoi une cellule avec silicone? C'est plutôt intéressant, mais je vous laisserai le lire. Photodiode, les cellules photoconductives, des choses comme ça. La radiométrie géométrique, puisqu'on a dit que c'est ça qui nous intéressait. Et là, on a parlé de comment on le détecte. Et surtout, on a commencé à parler du vecteur de Stokes qui représente le vecteur de polarisation. Et comment on va construire finalement un radiomètre de façon à mesurer tout ça, de façon que les mesures soient pertinentes. Voilà, cherchez le mot. On va parler donc d'un plan d'irradiance dans certains cas. Si on prend par exemple des cellules photovoltaïques, des panneaux solaires par exemple, comment on va filtrer, etc. Ça, c'est vraiment... on est sur de la mesure. Pareil, irradiance scalaire, irradiance, le vecteur. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'intéressant encore après pour nous, mais je pense qu'on l'a déjà résumé tout à l'heure, donc ça va pas forcément nous intéresser pour la suite. Maintenant, visualiser les radiances. Ouais, là, c'était assez intéressant parce qu'il faut tout le temps visualiser en fonction de la longueur d'onde. Donc, ce qu'on a dit, ce qu'on trouvait un peu bizarre, là, que en fonction de ta longueur d'onde, on émet pas la même énergie, puisqu'on considère que la vitesse de la lumière est constante dans le vide. Donc, si on regarde pour une longueur d'onde donnée, en fonction d'une direction donnée, on ne va pas avoir la même énergie qui va être produite. Ici, on est en log de 10 pour s'assurer qu'on voit quelque chose. Donc là, par exemple, on a un exemple où on estime que le Soleil, par exemple, est juste au-dessus de façon azimutale par rapport à la surface de l'eau. Et donc, on voit bien que le maximum, il est à 180 ici. Donc juste au-dessus. Et après, on a deux pics, c'est ce qu'on disait là, où on est sur vous savez, quand on voit à 90 degrés, là, comme ça, et que ça fait une espèce de spot blanc sur l'eau, c'est ce moment-là. Donc que ce soit devant ou derrière, suivant où est le soleil, évidemment. Si le soleil, il est derrière moi, et que ça fait un angle de 90 avec la surface, ou inversé. Ça, c'est quand on va sous l'eau, on va se rendre compte que quand on va sous l'eau, évidemment, on n'a plus ces petits pics de radiance à 90 et moins 90. Et en vrai, on n'est plus centré sur 180, on est centré juste sur 150, puisque on a eu réfraction entre la surface RO. Et on va continuer à descendre. Et on va se rendre compte même qu'il y a un drop d'énergie dans les rouges qui se font tout simplement absorber en fait. Et là, on est vraiment la fluorescence chlorophylle maintenant.
Donc là, ouais, c'est ça. Là, le rouge se fait entièrement absorber, ce qui veut dire qu'on voit l'eau globalement bleue. Ici, c'était une représentation différente de ces données. Donc, on voit les opposés 90, moins 90 et comment ça se propage. Tu vas en signer au-dessus, en dessous, évidemment. Là, on est, quand on va en profondeur, et où est notre soleil, en fait, notre corps noir, et comment l'énergie est émise. Et on voit qu'il y a une absorption naturelle, mais on va plus absorber. Attendez, ça c'est la radiance qui est reçue, on est d'accord? Donc là, on est à la surface. Donc quand le soleil, il est au zénith, c'est celui-là. Donc là, on a le maximum. Là, on a un petit boost de radiance dans le début. Pour 555 nanomètres. Hein. Et on reste quand même plus haut, dans tous les cas, au zénith, que, par exemple, ici, c'est... je ne sais pas ce que c'est, Toward the Sun. Bon, il faudra regarder, mais globalement, on voit que la radiance avec la profondeur diminue. Et une espèce de petite courbe, ici, qu'on va expliquer tout à l'heure par le fait que la radiance ne vient pas que du soleil, ou de la lumière du soleil. Là, on regardait, la chose que je trouvais assez intéressante, c'est, on regarde, du coup, là c'était une longueur d'onde fixe, et là on va regarder en fonction de plusieurs longueurs d'onde. Donc 550, on était ici, on était globalement entre le vert et le jaune. On voit que le rouge, donc là on est, la surface elle est en gris, là. Je vais peut-être le mettre en plus gros pour vous, attendez. Ouais. Comme ça, c'est peut-être mieux. Donc là, on a cette petite surface. Donc on voit qu'on est juste au-dessus de la surface. Bah, évidemment, il n'y a rien qui est absorbé. La radiance, elle est maximale. Dès qu'on va passer en dessous, on va se retrouver avec les rouges qui sont immédiatement absorbés. On va moins en moins les détecter. Et à un moment donné, ça va revenir. Ça, on va l'expliquer plus tard. Par les rayonnements dans l'eau. Et pareil, on a des petits drops comme ça. Mais globalement, ce qui se fait moins absorber et qui donc se propage le plus, c'est les longueurs d'onde dans le bleu-vert. Je pense qu'il n'y a pas de questions là-dessus, je pense que c'est assez clair. Il y a une autre explication de ces schémas faits, comme je disais, dans l'émission d'hier de Tout ce qu'on prend. C'est fait par, je pense qu'il y en a un qui est astrophysicien ou astrochimiste, et l'autre, je ne sais pas. Un collègue peut-être. Les vecteurs de Stokes qui expliquent qu'est-ce que la polarisation. Donc, la polarisation, c'est assez facile. Je vais essayer de retrouver le vecteur. C'est dans quelle direction, globalement, vont nos photons, nos champs électriques, en fait. Électromagnétiques, surtout. Si on a l'impression que c'est un peu random, on dit que c'est pas polarisé. Et après, on peut dire que soit c'est pas polarisé de façon linéaire, donc c'est globalement une direction, soit on va regarder à une coupe et on va se retrouver, par exemple, hop, ça a l'air de tourner comme ça. Là, on va sur une polarisation circulaire. Donc, pour ceux qui veulent comprendre, il y a des schémas que je trouve pas si mal. Et donc, pour expliquer la polarisation et pour faire des calculs plus tard, on va voir les vecteurs de Stokes, qui en fait, c'est une structure de 4 éléments, avec I, ça va être notre intensité finalement, le nombre c'est du radiance, tout simplement. Donc, la puissance émise.
On va avoir après, on va projeter notre vecteur sur plusieurs axes pour permettre finalement de dire, dans quelle direction ça se propage. Alors c'est là qu'il va falloir évidemment définir, quand tu fais les mesures et que tu veux l'expliquer, ton repère. Donc par exemple, je vais, calculer la lumière qui est polarisée sur ces axes-là. Mon axe tout droit, c'est la direction, du rayon laser et puis en Y, par exemple, c'est la normale à mon plan de table et tu fais tes calculs. Mais au final, quels que soient, les repères que tu vas prendre, parce que tu vas prendre un premier repère et après, en fait, tu vas le shifter, pour pouvoir représenter tout l'espace 3D. Mais quel que soit le repère que tu prends, tu vas te retrouver avec les mêmes quantités de toute façon, donc c'est pas trop grave. Donc un des premiers repères, c'est on va faire, des quantités. Donc en fait, on va prendre la quantité, la radiance qui va arriver sur un plan et on va la projeter sur ce premier axe. On va faire la même chose sur un axe qui est, moi j'ai appelé des half vecteurs là, puisque c'est entre, c'est des projections sur, les axes qui sont vraiment entre tes premiers axes. Et avec tout ça, ça va te donner 4 valeurs. Il m'en manque une. Il manque linéaire. Ah oui, et vers l'avant. Hein. On est d'accord qu'il y a X, Y vers l'avant. Donc, on a Q. Donc, I. C'est là. C'est l'irradiance au carré qui est égale à l'irradiance projetée en Q plus au carré, plus la même chose pour celle qui est en polarisation linéaire, et il y a une linéaire et 2 circulaires. Globalement. Et après, en fait, ils disent tu peux les écrire et les retrouver de façon différente selon comment tu veux l'utiliser. Si c'est dans les équations de Maxwell, si c'est je sais plus quoi, mais globalement, c'est ça. Quand la vecteur d'intensité est à 1 et que tout le reste est à 0, ça veut dire que la lumière elle est random, elle n'est pas polarisée. Si en Q, en linéaire, la polarisation linéaire, elle est positive entièrement, on dit que c'est parallèle au rayon de la lumière, enfin au rayonnement. Sinon, c'est perpendiculaire, hein, puisqu'on fait une projection. Si on est sur des projections maximales, quand on est au ce que j'appelle les half vecteurs, c'est qu'on a ça. Et après, là, on a le circulaire, la projection circulaire, la polarisation circulaire. Donc ça, c'est un outil. On ne sait pas encore à quoi ça sert vraiment, mais on sait qu'ils permettent d'écrire la polarisation de la lumière. Et juste après, on va continuer à dire qu'en fait, cet outil-là, tu peux l'utiliser. En fait, tu peux décrire toutes les valeurs qu'on vient de calculer en fonction de la permissivité électrique du milieu et sa perméabilité magnétique. Donc en fait, on retrouve en fonction de comment c'est polarisé, ça va dépendre de 2 choses, la permissivité et la perméabilité du milieu. On reparle évidemment du système de coordonnées qui va changer tout, ça explique les équations. Et ça va dire, alors je ne sais plus pourquoi la géométrie elle est scattered. Et le rapport avec... Ah oui, c'est que quand c'est scattered, ok, pour retrouver l'un par rapport à l'autre. Ouais, c'est ça. On va avoir des outils mathématiques, mais en gros, il faut prendre donc avant, après. Avant, c'est avec un prime. Après, c'est avec sans le prime. Donc, notre vecteur, notre polarisation, il va falloir faire la rotation, puis le scattering
et on refait une rotation de l'angle. Donc ça va être expliqué tout ça là-bas. Je ne pense pas que ce soit utile pour nous, mais c'est juste pour faire la relation entre comment change notre polarité en fonction de comment c'est scattéré. Voilà, il y avait un peu de blablabla, mais c'était globalement ça. Et après, on a parlé là, du rayonnement du corps noir. Et le rayonnement de corps noir, c'est ce qu'on a vu un peu après, c'est un truc où ça va émettre à des fréquences hautes plus d'énergie que si on avait des fréquences basses. Je vais peut-être pas tout relire, je vais regarder s'il y a quelque chose. Il y a plusieurs types d'irradiation de corps noir, mais en gros, ce qu'on disait, c'est qu'on va approximer le soleil comme étant, lorsqu'on arrive à la surface de l'eau, un rayonnement de corps noir, et ce qui va nous permettre en fait de faire des calculs pour savoir quelle est la température qui sort du soleil, qui arrive à l'atmosphère, et finalement qui arrive à notre surface de l'eau, pour après faire des calculs, et surtout calculer le nombre de photons qu'on va recevoir. Et à partir du nombre de photons, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'énergie. Donc là, on avait le spectre du corps noir comme étant des fonctions, etc., en fonction des longueurs d'onde. Donc on voit que la densité énergétique est plus haute aux alentours du spectre de visible. On avait même parlé, je pense, en fait, de l'œil humain qui, globalement, est maximisé, si on prend la théorie de l'évolution. On dit qu'il est maximisé pour recevoir l'énergie maximale, et donc c'est pour ça que c'est notre spectre du visible. Mais on se demandait pourquoi il ne voyait pas mieux dans les infrarouges, je pense. C'était une petite note, je ne sais plus où est-ce qu'il est, mais je me rappelle de cette petite... ça doit être après. Donc après, on va expliquer comment le Soleil va émettre ces fameux photons, et donc cette fameuse énergie qui va arriver sur Terre. Et en particulier, on est là dans je ne sais pas si c'est de la chimie ou si c'est la chimie quantique. Je pense que c'est juste de la chimie, ça. Mais on a le cycle proton-proton, c'est-à-dire que quand on a de l'hydrogène qui rentre en collision avec de l'hydrogène, on a chacun un proton, vu que c'est les premiers dans la table périodique. Deux protons qui rentrent en collision, ça va donner un autre proton avec un neutron, ce qu'on va appeler plus tard un deutéron, et aussi un positron et un neutrino. Donc ça, c'est temporaire. Et puis, ce deutéron qu'on vient de créer, en fait, évidemment, il va rentrer en collision avec d'autres atomes d'hydrogène et donc d'autres protons. Et quand ils vont faire ça, cette fois-ci, il va créer deux protons plus un neutron, c'est exactement une molécule d'hélium. Et en faisant ça, il va également créer une particule qu'on va appeler un photon. Donc là, on se retrouve avec un isotope de l'hélium, puisqu'on a un hélium qui a un photon attaché. Et lorsque ces héliums d'isotope 3 donc, vont entrer en collision, on va se retrouver avec des isotopes 4 de l'hélium qui vont, eux, recréer des protons. Mais entre-temps, on a créé des photons. Donc ça, ici, on a deux hélium 3. Donc là, en fait, on va avoir deux photons en plus qui vont être maintenant libérés par ces réactions en chaîne. Donc si on prend au total, il va falloir en fait, je pense que 6 protons, quel que soit le lieu où ils sont générés. Donc comme on voit ici,
la dernière réaction produit aussi des protons, donc ils peuvent venir de là, ou de l'hydrogène qui est constitutif du Soleil. Et on va se retrouver avec ces 6 protons qui vont être convertis dans un atome d'hélium isotope 4, 2 positrons, 2 neutrinos et 2 photons. Les positrons, en fait, ils vont, lorsqu'ils vont rencontrer des électrons, ils vont créer d'autres photons. Donc, c'est parti, c'est la fête aux photons. Et donc, on sait que ce qu'on appelle le cycle proton-proton, proton-proton, ça va permettre la conversion de 4 atomes d'hydrogène en 1 d'hélium et l'énergie sous la forme d'à la fois 2 photons et, on n'oublie pas, les neutrinos de la première réaction. Moi, je trouve ça super intéressant, perso. J'étais pas au courant de ça. Apparemment, plein de gens sont au courant, dans les gens à qui j'en ai parlé, mais bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, là, ce cycle proton-proton, c'est responsable de 90%, 98% de l'énergie qui est générée par notre étoile qui est le Soleil. Donc je suppose qu'après, il y a encore d'autres réactions qui vont recréer de l'énergie, mais c'est que 2%. Ce qui veut dire qu'on arrive avec un spectre solaire où on va pouvoir calculer l'irradiance solaire de l'ensemble des photons, quelle que soit la longueur d'onde, pour l'ensemble des longueurs d'onde. Et on appelle ça la constante solaire, ES, qui est égale à 1308 plus ou moins 5 watts par mètre carré. Mais en vrai, tout ça, ce qu'on reçoit nous sur la Terre, ce qu'on va estimer avec la distance Terre-Soleil, c'est entre 1300 et 1400 sur une année. Ça varie au cours de l'année, suivant, puisqu'on fait une ellipse autour du Soleil, plus on est proche, plus on va recevoir, et vice-versa. On a vu donc qu'à partir de la longueur d'onde, on pouvait calculer l'énergie d'un photon. Et donc, on a un spectre qui n'est pas uniforme pour le spectre électromagnétique des photons qui proviennent du Soleil. Donc, on voit que l'énergie, elle est maximale dans notre spectre du visible. Et on a des petits drops qui sont expliqués un petit peu après. Mais globalement, c'est en bleu, il me semble que c'est l'approximation avec la radiation d'un corps noir, et donc on estime que c'est suffisamment proche pour nos simulations, pour considérer la radiation d'un corps noir. Et aussi, donc là pareil, on est sur le truc théorique versus pratique, les mesures pratiques, et on va voir qu'en fait on va avoir des drops d'absorption. Et c'est comme ça en fait qu'on va trouver l'hélium qui va être ici, ce premier drop qui va se trouver en fait dans notre atmosphère. Et là après, c'est ça, on a l'irradiance en fonction des bandes, puisqu'on se rappelle que toute l'énergie, on fait toujours sur des intervalles, on ne fait jamais sur un point précis. Donc sur certains intervalles, voici les mesures. On voit que là, on a le maximum, c'est dans les visibles, et dans le proche infrarouge, c'est là où c'est pas son maximum, mais presque. Donc, on se demande pourquoi l'œil humain n'est pas capable de détecter un peu mieux ces longueurs d'onde. Là, on parlait lorsque la surface va recevoir, en fait, c'est les mesures à la surface, en fait, d'irradiance en fonction des longueurs d'onde. Donc, on voit que lorsqu'on est juste au-dessus de la surface, donc ça c'est ici, en rouge,
Et dès qu'on va passer en dessous et que le soleil il est juste au-dessus, il a son maximum, temps clair, nickel, il n'y a pas trop de pollution dans l'atmosphère, on va comme avoir des drops. Et il suffit que le soleil bouge un peu ou il y ait un peu de nuages, et là, on arrive vraiment à des quantités beaucoup, beaucoup plus faibles. Donc, c'est pareil, on a des mesures typiques, et en particulier la nuit, puisque on rappelle que la Lune va réfléchir également les rayons du soleil. Et tout ça, ça nous permet de calculer aussi le nombre de photons. Et évidemment, à quel point l'eau se réchauffe avec la loi de Gershon. J'ai trouvé ça intéressant. Un petit fun fact, je crois que c'est 3,6 degrés pour 10 heures d'ensoleillement. Donc c'est quand même pas mal. Et ça, c'est vraiment, le soleil est tout en zénith. Hein. Là, on est sur le maximum. Donc ça quand même réchauffe pas mal. Hein. On est content que le soleil se couche. Et puis c'est ça, on trouvait les moments angulaires, etc., qui sont portés par les photons. Ça, c'était sur la lumière qui venait du soleil. Donc on peut approximer, la conclusion c'est on peut l'approximer à un corps noir, et 98% de l'énergie qui est reçue sur Terre du soleil vient de cycles proto-proton. Dans le chapitre sur une idée reçue, on va dire, je sais plus. En fait, je sais plus du tout de quoi ça parle. Ah bah c'est ça, ce que je disais tout à l'heure. C'est l'idée que notre œil n'a pas évolué. Et pourquoi. Donc je vous laisse lire, c'est pas vraiment en rapport avec nous, mais c'est assez intéressant. Et en gros, on a vu tout à l'heure qu'on avait enlevé certaines lignes quand on parlait du corps noir à la réalité. Donc là, par exemple, ces lignes-là, ben en fait, ça fait que c'est pas si intéressant que ça pour notre œil d'aller voir dans ces longueurs d'onde. Et après, on a parlé des deux autres sources de photons et donc d'énergie. Parce que je rappelle, photon, c'est une chose qui porte, une particule qui porte de l'énergie. Donc c'est pour ça que c'est important de calculer le nombre de photons. Donc les autres sources d'énergie, puisque c'est ça qui est capté par notre œil, c'est la bioluminescence, c'est-à-dire les organismes dans la Terre, les organismes vivants dans la mer, qui, eux, certains, ils vont générer de la lumière. Il y en a deux types. Il y a ceux qui génèrent de façon continue, qui sont des microplanctons. Je l'approxime, hein, c'est pas exactement comme ça que c'était appelé, mais je sais plus où c'est. Donc il y a les microplanctons. Oui, voilà, c'est là. Et c'est ce qu'on avait appelé les Milky Sea, où dans certaines régions du globe, on voit aussi bien parfois durant la pleine lune. Donc il y a en fait même des petits rapports de marins qui disaient il y a quelques siècles, je suis allée à tel endroit, il faisait nuit, l'eau était lumineuse, luminescente, et on pourrait même y lire à côté. Là, ça c'est ça. Donc tu vois à plusieurs endroits sur Terre, c'est vraiment, moi, je trouve, impressionnant. Et la deuxième façon d'émettre des photons, qui est beaucoup plus commune pour la majorité des océans, c'est certaines espèces en fait qui vont émettre de la lumière, mais de façon, sporadique, lorsqu'ils vont se faire en fait stimuler.
Donc, ils vont avoir peur, ils vont voir un prédateur, il va y avoir un champ électrique qui passe dans l'eau, des choses comme ça. Donc là, on voyait en fait plusieurs espèces et le spectre de la lumière qu'ils voient. Donc voilà. C'est des petits trucs qui, globalement, vivent, je crois, sous la limite des millimètres, dans ce qu'on appelle la Twilight Zone. Et la dernière source lumineuse, la radiation de Cherenkov, qui arrive en fait en tout temps sur Terre, qui est l'isotope 40 du potassium, qui est contenu en fait dans la croûte terrestre, qui va tout simplement decay, alors je ne me rappelle jamais, c'est pas désintégrer ni désagréger. Je vais retrouver le mot. Désintégrer, voilà. Donc la désintégration de l'isotope 40 qui va générer en fait des photons. Donc c'est on parlait de ça et on disait que l'isotope 40 était spécifique à la Terre. On ne le trouve pas ailleurs. Enfin, on ne l'a pas encore mesuré. C'est pas les mêmes isotopes que l'on trouve en fait dans notre atmosphère. Donc voilà, il y avait toute une petite page là-dessus que je trouvais très intéressante. Et ce qu'on vient de voir, les limitations de la radiance, avec faire attention globalement que les quantités mesurées ne soient pas proches de zéro. Un faisceau collimaté, donc dont les rayons sont parallèles, c'est pas vraiment possible, même si c'est un peu ce qu'on vise quand on veut expliquer les choses. Je pense que c'est un bon résumé de la première partie. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Ok. Là, je propose deux choses. Attends, je vais me mettre un just chatting. Si on regarde rapidement, qu'est-ce qui se passe dans les moi, je pense qu'on va faire ça. On va regarder rapidement c'est quoi qui se passe dans le prochain chapitre. Et puis, on commencera ça la semaine prochaine. Et peut-être que le truc de light et radiométrie, là, le chapitre d'avant, moi, je pensais me préparer une présentation. Peut-être. Et le montrer, en fait, tout simplement, peut-être. Donc, aussi au boulot, ou je sais pas, mais faire peut-être une peu pub pour ça, quoi, mais présenter un petit PowerPoint. Ouais. Je garantis pas que j'ai tout compris. Mais voir si moi, je peux le formuler autrement en fonction de mes besoins. Et ça, ce sera sûrement une présentation que je ferai avec Myriam et peut-être un peu plus de pub pour m'assurer qu'il y ait plus de gens qui soient là pour poser des questions, etc. Donc, je compte sur vous aussi pour m'aider pour la pub. Ok, on regarde vite fait qu'est-ce qu'on va voir par la suite. Donc là, c'était juste pour résumer. Ça, c'était juste le chapitre 1. Je pense que l'overview, on l'avait fait, mais c'est pas très intéressant. Après, donc là, on était sur qu'est-ce que la radiométrie, donc l'énergie mesurée. Après, il y aura tout ce qui va être optique. Donc là, c'est un petit résumé. C'est une introduction, donc je pense que ce ne sera pas super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est après les propriétés optiques inhérentes. On va tomber sur aussi un peu plus mathématique de ce que je vois, les coefficients d'absorption, etc. Donc ça, on est vraiment sur l'optique. La fonction de volume scattering, chose très importante qu'on a dit tantôt, puisque sans cet outil-là, on va avoir du mal dans nos simulations de Monte-Carlo à simuler finalement un rayon, un faisceau collimaté.
J'essaye d'avoir les bons noms. On va voir qu'est-ce que c'est, comment on le définit, comment on le visualise aussi, chose qui peut être intéressante, avec évidemment des mesures. Voilà, là, il y a des jolies couleurs. Mesurer l'IOP, je ne sais pas c'est quoi l'IOP, mais j'ai une petite idée. Ah, les propriétés optiques inhérentes. Donc, ça qui, pour nous, en rendering, c'est peut-être un peu moins utile. Et encore, s'il y en a qui font la photogrammétrie, peut-être qu'un jour, on arrivera jusqu'à là. Les propriétés optiques apparentes. Donc, avec les plans d'irradiance, de ce que je vois, les réflectances, les cosinus, etc. OK. Les fonctions K, je ne sais pas ce que c'est. Donc, petite surprise. Ah, c'est les fonctions d'atténuation de la diffuse. OK, bon, en fait, je sais ce que c'est. Enfin, la théorie, quoi. La réflectance. Donc, irradiance réflectance, remote sensing réflectance. Je suis curieuse. Okay. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez envie de voir la suite, mais... Et les schémas de classification, donc taxonomie. Oh, waouh, j'ai envie d'avoir ça. Ça doit coûter super cher, mais... Ok. Ça coûte combien? Je suis désolée. Mais... ça se trouve, ça coûte même pas cher. Hein. Est-ce que le site web officiel... Waouh, ça a l'air tellement moderne quand tu vois le site. Ah, c'est les Pays-Bas. Hein. Ok. Bon. S'il y en a qui veulent m'acheter ça pour une occasion, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Donc la taxonomie, comment on vérifie, les classifications et l'importance de la chlorophylle, donc avec deux use cases, le diagramme de Terneri, que je ne sais pas ce que c'est, et d'autres classifications. Donc ça, ce sera le prochain chapitre sur les propriétés optiques apparentes et inhérentes, ce que je suppose à l'eau. Est-ce qu'il y a des dernières petites questions pour moi avant de se dire au revoir? Non? Ok, super. Je vous retrouve la semaine prochaine. On va faire un stream avec Myriam qui va être la suite de ce qu'on a fait tout à l'heure sur les placements procéduraux faits sur le GPU par Horizon Dawn 0. Merci pour ceux qui sont là. Monsieur Soutien, Sofiane, pour avoir été présent et actif. Et puis moi, d'habitude, c'est le jeudi vers 6h, heure de Paris-Barcelone, où je vais parler d'océan et lire en fait ce bouquin. De temps en temps, je fais peut-être des streams sauvages où je vais décider de lire quelque chose. Par exemple, lundi dernier, j'ai fait sur FSR2. C'était juste lire la doc, essayer de comprendre un peu le concept. Les replays sont disponibles pendant 7 jours. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous follow, comme ça vous ne ratez rien. Mais globalement, les lundis, les jeudis, vers 6h, heure de Paris, vers midi, heure de Montréal. On est là. Merci. Bonne soirée. Il n'y a pas de devoir cette fois-ci, Sofiane. Ça va. Attention la prochaine fois. Non, il n'y a pas de souci. Allez, ciao.